complet d'imagerie médicale, un laboratoire, une maternité, et puis une chirurgie de différentes spécialités. Donc c'est vraiment l'établissement de référence sur cette zone géographique d'un bassin de population d'environ 60 000 personnes. D'accord. Et donc, entre le 18 et le 19 octobre 2025, vous avez subi un incident. Est-ce que tu peux nous en parler un peu en détail? Oui, bien sûr. Ça a été une des nuits les plus compliquées de ma vie. Donc, c'était pas moi-même d'astreinte cette nuit-là. C'était une personne de l'équipe IT qui a été contactée autour de 2 heures du matin. C'était le premier week-end des vacances de la Toussaint. C'est bien sûr des moments qui sont privilégiés par les attaquants, où le week-end, il y a peu de personnes dans les équipes IT présentes sur site. Les week-ends, pour avoir effectivement une réponse à incident le plus rapide, c'est toujours beaucoup plus délicat, parce que les gens sont partis en week-end, ne sont pas forcément disponibles. Et donc, première alerte de la sécurité incendie, qui s'est un petit peu alarmée du fait de l'indisponibilité de la téléphonie, parce qu'une grande partie de notre téléphonie est en voie sur IP, hein. Et des applications métiers aussi, parce qu'ils gèrent la partie standard la nuit, avec un accès au dossier médical pour les données administratives, et indisponibilité du système. Donc, appel auprès de l'administrateur de garde sur l'établissement, ainsi que le collègue d'astreinte au niveau IT. Donc rapidement, on s'est rendu compte que la situation n'était pas habituelle. Donc il y a eu un déplacement sur site dans la demi-heure. Et lorsqu'on a commencé à prendre la main physiquement sur les équipements, on s'est rendu compte que l'intégralité des machines virtuelles avait été chiffrée. Donc avec une indisponibilité, un petit message aussi, un petit bloc-notes qui était associé à chaque machine en indiquant les revendications du groupe là, qui s'appelle INC Ransom, avec une demande de rançon bien sûr, et puis en expliquant un petit peu quel était leur état d'esprit vis-à-vis des hôpitaux, enfin de tout ce qui peut être étatique sur le territoire français. Merci. Donc, je présume qu'après ces premières constatations, notamment entre les équipes informatiques, la direction et les principaux services, vous avez dû, ce qu'on appelle souvent dans les établissements de santé, activer le plan blanc, et notamment avec ces enjeux de volet numérique du plan blanc. Donc, est-ce que là-dessus, quels étaient les premiers travaux par rapport à ces modes dégradés activés selon les priorités? Tout à fait. Dès les premières heures, donc l'administrateur de garde, le RSI et moi-même RSI sont arrivés sur site pour faire déjà un premier état des lieux de la situation. Donc il a été décidé de déclencher le plan blanc cyber et de lancer la cellule de crise. Donc sachant que l'attaque s'est déroulée autour de 2 heures du matin, on était en ordre de marche à partir de 11 heures en cellule de crise avec toute la gouvernance de l'établissement, les différents responsables métiers, les cadres de pôle, les différents responsables de service pour pouvoir se mettre en ordre de marche, activer le plan de continuité d'activité qu'on avait répété peu de temps avant. On avait bénéficié du programme Rempart de l'exercice de crise qui avait été piloté par l'ANSSI au niveau national. Donc on s'était appuyé sur cet exercice pour pouvoir un petit peu nous tester, pour voir un petit peu nos réflexes vis-à-vis d'une situation critique. Et fort heureusement, nos métiers s'étaient vraiment impliqués. On avait pu retirer beaucoup de choses. On avait fait un rétex à froid à chaud et ensuite à froid pour voir un petit peu tous les axes d'amélioration qu'on pouvait envisager suite à ce qui s'était révélé dans cet exercice. Donc, quand on a déclenché le jour J à 11 heures cette cellule de crise, tous les acteurs qui étaient autour de la table n'ont pas eu d'incertitude ou d'angoisse. Chacun avait encore connaissance de sa fiche de poste et des différentes actions qu'il allait devoir mettre en œuvre individuellement et au sein de ses équipes pour pouvoir activer ce plan de continuité et puis de pouvoir assurer la continuité des soins, parce que c'est un établissement de santé. C'est pas une industrie où on peut prendre la décision d'arrêter la chaîne de production.
On a des gens qui sont hospitalisés, qui étaient dans les blocs opératoires à l'instant T. Il y avait des bébés qui sont arrivés aussi. On a eu des naissances durant la nuit. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas gérer, enfin qu'on doit gérer, qu'on ne peut pas arrêter. Hein. La vie est ainsi faite. Donc là, c'est sûr que sur les premières heures, il a fallu donc redescendre l'information au cœur de chaque service pour pouvoir assurer cette continuité d'activité dans les meilleures conditions et en minimisant les pertes de chance du patient, parce que là, aujourd'hui, sur un centre hospitalier comme le nôtre, tous les métiers sont informatisés. On a, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, informatisé tous les métiers, que ça aille du circuit patient, le dossier de soins informatisé, la traçabilité en anesthésie, dans les blocs opératoires. Il n'y a plus d'action manuelle. Maintenant, tous les appareils sont interconnectés. On a des outils pour pouvoir effectivement superviser nos patients, gérer nos lits, notre activité. Donc tout ça est piloté en full numérique. Et là, c'était vraiment l'accélération sur les premières heures pour nos métiers, d'avoir une absence totale et de piloter à vue sur les premières heures. Donc, on a déroulé effectivement ces plans de continuité d'activité, mais voilà, pour pouvoir quand même se mettre en ordre de marche dans chaque fonction, que ce soit une aide-soignante, une infirmière, une sage-femme, ça a été effectivement quand même une sidération et une grosse charge mentale sur les premières heures et sur les premiers jours. Oui, donc concrètement, de ce que je comprends, de ce que tu expliques, Thomas, il y a certains services qu'on fait, donc déjà, il n'y avait plus du tout d'informatique, on est bien d'accord, les premiers jours, voire les quelques premières semaines. Donc certains services ont fait le choix peut-être d'arrêter certaines activités, c'est ça Alors, même pas, parce que dès le premier jour, notre direction a eu un message clair vis-à-vis, en interne, vers la communication extérieure, au niveau des familles, au niveau des populations, pour dire que toute l'activité était maintenue. Certains hôpitaux qui ont fait malheureusement les frais d'une cyberattaque au préalable. Il y a eu des déprogrammations, des annulations, des réorientations de patients. On a géré grâce aux équipes, grâce à la clairvoyance, le courage de chacun, de pouvoir continuer cette mission de soins. Et on n'a eu aucune déprogrammation de toute l'activité opératoire, toutes les consultations qui étaient programmées. Et on a juste réduit un petit peu la voilure parce qu'on était en réelle difficulté par rapport aux outils tels que la radiologie, l'imagerie médicale et la biologie. Donc, il a fallu effectivement trouver des nouveaux axes pour pouvoir mettre un mini PACS à disposition. Donc le PACS dans le monde médical, c'est ce qui nous permet d'intégrer toute l'imagerie qui est produite sur les équipements et pouvoir le diffuser au sein de l'établissement. Et idem sur le laboratoire. Donc on a un système de gestion de laboratoire qui permet donc d'intégrer les demandes de biologie des services et de pouvoir après, via une plateforme, diffuser l'information auprès des équipes. Donc ça a été effectivement sur les premiers jours, l'axe prioritaire, c'est de pouvoir faire refonctionner rapidement ces fonctions support sur l'établissement pour pouvoir assurer, c'est vraiment les outils d'aide au diagnostic de nos cliniciens, donc c'est vraiment la base pour pouvoir après mettre le bon traitement et assurer la bonne prise en charge auprès du patient. Merci Thomas. Donc là, de ce que je comprends au niveau des équipes informatiques, il y a eu tout cet enjeu de mettre rapidement en place ces modes dégradés, et je présume qu'en parallèle, s'est posé rapidement la question de la reconstruction de certains systèmes. Voilà, tout à fait. Sur les premières heures, les premiers jours, il a fallu faire un état des lieux de tout ce qui avait pu être compromis lors de l'attaque, et malheureusement, toutes nos sauvegardes n'étaient pas sanctuarisées. On n'avait malheureusement pas la capacité financière de pouvoir absorber ce coût, donc on avait priorisé toutes les applications les plus critiques, mais on avait quand même un certain nombre d'applications qui étaient sauvegardées par des systèmes en ligne et qui se sont fait, par effet de rebond, compromettre aussi et qui étaient donc inexploitables en état. Donc les premiers jours, les équipes techniques se sont focalisées sur cet inventaire des serveurs compromis et des différentes sauvegardes aptes ou compromises.
Et malheureusement, à J+2, on s'est rendu compte que la situation était vraiment critique, car on avait quand même 70% de notre volumétrie de data qui était compromise. Ouais, clairement. Et en général, je présume que une fois qu'on a fait cet état des lieux, ce bilan, on a différentes options. Ce qu'on voit beaucoup chez nos clients, c'est une première option, repartir de zéro, ou de repartir de zéro et réinstaller et puis récupérer des sauvegardes, mais qui peuvent être assez anciennes. Et on vous avait proposé une troisième voie, donc on a échangé avec Databack, qui était le fait de pouvoir peut-être reconstruire justement certains serveurs. Tout à fait. Donc, quand Emmanuel Waterloo est arrivé sur site, on a eu cette discussion avec notre direction, avec les experts de l'ANSSI qui nous ont accompagnés dès le premier jour. On a pu échanger dès le dimanche avec des spécialistes du CERT Santé, de l'ANSSI, par rapport à la situation, commencer déjà à entamer la remédiation avec eux. Et donc, est arrivée très rapidement la problématique du scénario. Savoir si on décidait de repartir à partir des sauvegardes, des quelques sauvegardes qui étaient sanctuarisées, et après de faire appel aux différents éditeurs de logiciels pour nous accompagner et pour pouvoir reconstruire, sachant qu'un certain nombre d'applications métiers allaient repartir à zéro, sans l'historique. Mais c'est vrai que c'était pas forcément un discours que notre direction voulait entendre. Et c'est là que Orange Cyberdéfense est intervenu et nous a mis en relation avec Databack, nous a expliqué un petit peu quel était leur corps de métier. Et là, une lueur d'espoir est arrivée au sein de l'établissement. Donc je vais laisser Samuel un petit peu expliquer quelle est... Alors déjà l'objectif c'était de faire comprendre notre solution, comment ça fonctionnait. Donc c'est un peu abstrait dans un premier temps. Donc Thomas, ce qu'il a souhaité, c'était qu'on fasse dans un premier temps un test pour bien montrer que ça pouvait fonctionner. Donc très rapidement, on a pu collecter en fait des données de sauvegarde qui étaient compromises. Donc vraiment, c'était en l'occurrence de la technologie Vim avec des hyperviseurs en production. Donc on a collecté des disques virtuels qui étaient chiffrés, donc complètement inexploitables, et les sauvegardes Vim qui étaient chiffrées. Donc avec notre technologie que je vais expliquer un petit peu après comment on fonctionne, on a pu ressortir très rapidement des données et même des VM directement fonctionnels et qui pouvaient être réintégrés. Donc on a retransféré ces VM qui ont été récupérés à 100% à Thomas qui a pu les essayer dans son système d'information qui était un système d'information primaire pour pouvoir faire des tests. Tout à fait. On avait pu se faire accompagner aussi par d'autres hôpitaux de notre GHT, de notre groupement hospitalier de territoire, dont le CHU de Besançon. On a pu bénéficier d'équipements de secours pour pouvoir tester les sauvegardes et puis éventuellement réintégrer les VM qui ont pu être restaurés par Databack. Et là, je me souviens très très bien, c'était une VM qui gère toute la gestion des badges, l'authentification dans les différents secteurs de l'hôpital. Et dès que la VM nous est revenue, on l'a intégrée dans l'environnement, et là, l'OS est reparti. Donc on s'est dit, première victoire. Et ensuite, on a lancé l'applicatif, qui s'est lancé sans erreur. La base de données était pleinement fonctionnelle. Donc là, ça a été vraiment... oui. Peut-être pour rassurer notre auditoire quand même, je vous rassure, les VM n'ont pas été remis en production directement. Oui. Juste testés dans un bac à sable. Exactement, voilà. Donc il y a eu toute une phase de sécurisation, donc notamment changer les mots de passe, mettre un EDR, donc la solution SOC d'Orange Cyberdéfense, donc avec une supervision H24, mais voilà. Mais néanmoins, le vrai enjeu, on s'est dit qu'il était tout à fait possible de restaurer assez rapidement les 150 VM de l'établissement. Donc il y avait un gain en termes de temps qui était assez important. Et donc Thomas, l'enjeu qu'il y a eu après, c'était de dire sur les 150 VM, lesquels on restaure en premier, dans quel ordre, et peut-être ce sujet que tu peux un peu nous détailler. Oui.
bien sûr. Déjà, la première chose, c'était de rassurer la gouvernance, hein, de dire qu'on avait quand même de l'espoir de pouvoir récupérer, on va dire, la quasi-intégralité des données telles qu'elles étaient juste avant l'attaque, hein, en date du 18 octobre. À partir de là aussi, on a pu peaufiner notre scénario de reconstruction, hein, qu'on continuait à travailler avec Orange Cyberdéfense et avec l'ANSSI et le CERT Santé. Donc, on a priorisé, donc on a déjà, suite à ce premier test qu'on a pu valider tous ensemble, on a donc priorisé un certain nombre d'applicatifs métiers qui étaient hébergés sur des serveurs différents, qu'on a soumis à Databack. Donc il y a eu un envoi assez massif de baies de disques. Donc Databack, c'est parfaitement coordonné, hein. Tout le monde s'est mis en ordre de marche, oui, très rapidement. Je tiens encore à vous remercier et puis à vous féliciter, que ce soit aussi bien Orange Cyberdéfense ou le CH de Pontarlier, parce qu'ils ont été très très réactifs durant toute la crise. Ça a permis de repartir dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est extrêmement bien passé pour cet exercice. Et ça se passe en général plutôt bien. Et dès les 10 premiers jours, on a pu donc peaufiner ce scénario de reconstruction. Donc on envoyait régulièrement, hein, au fil de l'eau, en fonction des priorisations, donc des lots de VM qui nous étaient renvoyés généralement sous 3-4 jours, hein, et qu'on pouvait après donc réinjecter, parce que parallèlement, donc il y avait différentes zones de travaux, hein, sur le SI. Donc, comme le soulignait Emmanuel, il y avait tout un travail de remédiation de l'AD qui a été fait avec les équipes d'OCD de Lyon. Il y avait donc une mise en place d'une bulle sécurisée, donc qui est complètement déconnectée du SI pour pouvoir redonner le plus rapidement possible accès aux logiciels métiers à nos différents utilisateurs, que ce soit dossier de soins, sur la partie RH, sur la partie GEF, parce que même pour un hôpital, hein, les finances restent quand même malheureusement le nerf de la guerre. Donc, éviter au maximum de gonfler les problématiques de trésorerie qu'on pouvait rencontrer, parce que sans SI, malheureusement, on ne peut plus facturer. On ne peut aussi difficilement payer nos fournisseurs. Donc, on s'est retrouvé face à des situations un petit peu complexes, notamment dans tout ce qui est livraison de médicaments, de dispositifs médicaux. Donc, c'est toutes des choses qui rajoutent de la crise, en plus de la crise IT, hein, qu'il faut gérer, hein, avec nos métiers. Et donc, à partir de là, à environ 30 jours, à J+30, post-attaque, on a pu réouvrir cette bulle sécurisée, avec bien sûr un nombre de places limité, mais au moins les métiers pouvaient se réapproprier leurs outils, se rendre compte que toutes leurs données étaient présentes. Il n'y avait pas de trous dans l'historique. Toutes les prescriptions étaient là. Et là, ça a été déjà un gros ouf de soulagement. Et ça a été déjà aussi, les équipes avaient l'impression de voir un petit peu le bout du tunnel. Bon, le tunnel, on y est toujours. Hein. Aujourd'hui, il y a encore du travail, mais on voyait qu'il y avait des actions, les métiers avaient cette satisfaction de voir qu'il y avait des actions qui se coordonnaient et qu'on se réappropriait progressivement l'outil numérique. Oui, peut-être pour compléter, Thomas, par rapport à ce que tu expliques, on pourrait dire 150 serveurs, une fois qu'on a trouvé la solution pour les restaurer, ça peut aller très très vite, mais en fin de compte, ça prend beaucoup de temps, c'est plusieurs semaines, parce que déjà, comme l'expliquait Thomas, c'est des restaurations lot par lot, donc on ne peut pas tout restaurer d'un seul coup. Une fois qu'on restaure ces différents serveurs dans une certaine adhérence les uns avec les autres, on doit les sécuriser. Une fois qu'on les a sécurisés, on les met à disposition d'un petit groupe de personnes, parce qu'on ne peut pas rouvrir tout le réseau. Donc c'est pour ça que 5 mois après, si je puis dire, il y a encore des sujets pour ouvrir encore des applications, réouvrir à l'ensemble des personnels. Hein. C'est vrai que je pense que Databack a été un accélérateur pour pouvoir restaurer au plus vite les serveurs, mais comme vous comprenez, il n'y a pas que les serveurs. Après, il y a les postes de travail, il y a le réseau. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup d'activités indépendamment des serveurs applicatifs en tant que tels. Oui, tout à fait, parce que on est parti donc
dans cette reconstruction, mais on a vraiment décidé de faire table rase du passé et de repartir sur une infrastructure complètement nouvelle, en ayant l'idée de partir sur la feuille de route de Nice 2. On avait déjà, avant l'attaque, fait une feuille de route à 3 ans, avec les différentes actions à mener pour pouvoir gentiment arriver à ce que Nice 2 nous impose. Et là, on a dit, si on peut avoir le budget, l'accompagnement nécessaire pour reconstruire, autant faire table rase, mettre un coup de bulldozer sur les meubles, et puis de reconstruire ici, dans l'état de l'art tel qu'il est aujourd'hui, avec les dernières technos, avec, en suivant scrupuleusement aussi les recommandations de l'ANSSI, le tiering model, la segmentation, toutes des choses qu'on avait un petit peu entamées, mais qui n'étaient pas finalisées sur notre infrastructure. Donc tout ça, on a pu le mettre en œuvre, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre lorsqu'on est en activité. Ça demande des interruptions de service qui sont toujours difficilement acceptables par les professionnels. Donc là, le SI étant complètement à l'arrêt, on a dit on profite de cette opportunité, excusez-moi l'expression, mais de pouvoir refaire tout ça en suivant l'état de l'art. Oui, pour compléter ce que tu dis, Thomas, souvent on a des clients qui nous disent non, on va remonter comme c'était avant parce que ça va plus vite, mais le vrai enjeu que vous avez, c'est que si vous avez une cyberattaque avant ces reconstructions, c'est qu'il devait y avoir des failles, et donc c'est pour ça que de toute façon, que ce soit l'ANSSI ou nous côté Orange Cyberdéfense, on préconise toujours aux clients quand même de trouver un juste milieu entre une reconstruction rapide, mais avec un minimum de sécurité, notamment sur l'exposition externe et puis au niveau des postes de travail, pour pas que l'attaquant puisse revenir ou d'avoir un nouvel attaquant. Donc de toute façon, ce que vous avez fait, on le voit chez la plupart de nos clients, et c'est légitime parce que le but, c'est que ça ne recommence pas. Tu nous avais bien mis en garde par rapport à cette problématique. Et l'ANSSI, elle certes aussi nous avait dit, si vous prenez le scénario le plus rapide et que vous mettez juste le nécessaire pour pouvoir redémarrer, vous risquez de vous faire de nouveau attaquer dans un délai très bref. Donc profitez de la situation pour pouvoir reconstruire quelque chose en suivant les guides méthodos et l'état de l'art tel qu'il nous l'est proposé par les experts de l'ANSSI. Et justement, Thomas, là, 5 mois après la cyberattaque, j'ai cru comprendre qu'il y a eu un état des lieux, un point d'étape en tout cas entre l'ANSSI, les autorités de santé de la région. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce qui a été dit ? Tout à fait. On a eu un rétex la semaine dernière avec monsieur le préfet de la région du département du Doubs, le sous-préfet, les instances de l'ARS, la directrice générale, des différents aussi acteurs locaux, des sénateurs, des députés, et puis le nouveau maire en place aussi. Donc, pour faire un état des lieux, déjà, il y avait une forte attente de monsieur le préfet de pouvoir échanger avec l'ANSSI et le CERT. Donc, on a pu organiser un échange avec eux. Il avait vraiment cette envie de comprendre comment l'attaque s'était passée et puis avoir une vraie réponse des autorités par rapport à ce qui avait été mis en œuvre et comment le scénario de l'attaque s'était déroulé. Et comme je le soulignais tout à l'heure aussi, c'est que même si on a pu remettre cette bulle et un accès au métier, l'activité, on va dire, administrative de l'hôpital a pris du retard. Donc c'est autant d'argent qui ne rentre pas dans nos trésoreries. Et ça, c'est très, très, très délicat par rapport à nos financiers de pouvoir gérer l'activité hospitalière dans ces conditions. Donc c'était aussi pour pouvoir faire un état des lieux par rapport à notre situation. Donc, mais à la fois technique, organisationnelle, s'assurer que pendant ce laps de temps, on a pu continuer à assurer notre mission de service public, d'établissement de soins, d'assurer une bonne prise en charge de nos patients. Et après, c'était donc sur le troisième volet financier, faire un état des lieux par rapport à ces problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on on est en train d'essayer de rattraper notre retard parce qu'on a enclenché notre plan notre PRA.
Mais le problème, c'est que pour nos professionnels, il faut à la fois donc gérer le quotidien hein, et à la fois gérer cette partie de reprise d'activité et qui est très 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 lourde. Donc c'était un petit peu voilà, l'objet aussi de la discussion. On commence à voir le bout du tunnel. À partir du mois d'avril, on est en train de redistribuer des nouveaux postes dans l'intégralité des services pour pouvoir redémarrer dans les meilleures conditions, avec toutes les clés de sécurité qu'on impose maintenant avec ce redémarrage. Donc tout ça, c'était voilà, expliquer comment on allait entamer cette dernière phase de remise en route sur l'établissement et de pouvoir recréer ce circuit patient jusqu'à son point d'entrée, hein, par l'admission, jusqu'à la sortie et son départ avec sa prescription, sa prise en charge. Donc c'était voilà, expliquer un petit peu toute cette démarche qui allait se faire là, courant avril pour un retour à la normale qui va se faire progressivement, mais voilà, d'ici l'été, normalement, on devrait être revenu à une situation plus, on va dire, normale, si je puis dire. Merci Thomas. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois qu'on va peut-être sanctuariser un peu de temps. N'hésitez pas. Ou si vous voulez plus de détails. Il y a des collègues du monde hospitalier dans la salle. Ouais. Oui. Est-ce que vous aviez des ODR qui étaient déjà en place avant l'attaque? Deuxième question, par rapport à votre jeu, est-ce que vous aviez l'identification multifactorielle? Et troisième question, est-ce que vous voulez bien partager le vecteur d'intrusion? Alors, c'est tous les chantiers qu'on avait en cours. On était prêt à lancer notre DR, mais on s'est fait prendre de court. Il y avait un antivirus, hein, je crois. Oui, vous basculiez sur le DR. Il y avait une solution, effectivement. Et le but, c'était effectivement de la faire évoluer vers un EDR XDR. On commençait à tester la double authentification par le biais des cartes professionnelles de santé. Mais effectivement, ce n'était pas actif dans le cadre parce que donc les attaquants ont réussi à récupérer un identifiant mot de passe d'une personne dans le cadre des outils qu'on met à disposition pour le télétravail, et c'est par ce biais-là effectivement qu'ils ont réussi donc à rentrer sur le système, à prendre le temps nécessaire de le cartographier et puis après de monter tranquillement en privilège pour prendre les clés du royaume. Voilà. Oui. Quel était le montant de la rançon réclamée? Elle était autour de 5 millions. Combien coûtait la reconstruction à peu près? Largement en deçà. Hein. D'accord. Bon après, voilà, on s'est jamais posé la question de la payer, hein, parce que on a dès le premier jour déposé plainte auprès d'un OPJ, enfin un OPJ même spécialisé dans la cybersécurité du commissariat, enfin de la PJ de Besançon. Mais voilà, la première directive, c'est surtout ne payez pas et ne cherchez pas non plus. Il y avait un lien Tor pour pouvoir entrer en relation avec ce groupuscule. Et les recommandations aussi sont strictes au niveau national, c'est de ne pas chercher, nous, que ce soit la direction ou le RSSI ou une autre personne de l'établissement, à rentrer en contact avec eux. Il y a des négociateurs, des gens qui sont spécialisés au niveau de la PJ ou au niveau de la gendarmerie pour rentrer en contact et éventuellement réévaluer un petit peu de ce qui s'est passé et essayer de négocier avec ces groupuscules. Peut-être pour compléter ce que dit Thomas, parce que la question que vous avez est complètement pertinente. Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est se dire combien ça m'aurait coûté si je m'étais préparé en avance de phase. Et alors, il y a différents rétextes, mais ce que nous, on peut vous partager sur Orange Cyberdéfense, il y a à peu près un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que si l'établissement, et je ne parle même pas après du côté humain, les pressions qu'il y a au niveau notamment des différents services, mais voilà, si vous vous préparez, donc ces fameux PCRA, avoir notamment un plan de gestion de crise établi,
Voilà, c'est de l'ordre de grandeur. Allez, je vais prendre des pincettes entre un rapport 1 à 5, 1 à 10, moins cher donc que le coût de le faire un peu dans la douleur, quoi. Oui. Moi, j'ai une question sur Databack. Quels sont les prérequis qu'il faut avoir au niveau de son système d'information, de sa sauvegarde et tout ça pour pouvoir que la solution marche? Et aussi, est-ce qu'il y a des conditions au niveau de l'attaque du ransomware, des ransomware qui sont particulièrement violents et où Databack servirait à rien? Alors, il n'y a pas forcément de prérequis et chacun a son système d'information. Peut-être pour bien comprendre comment on fonctionne, on ne vient pas décrypter la donnée. Notre technologie est basée sur une faille des attaquants, c'est-à-dire que l'attaquant souhaite faire le maximum de dégâts en un minimum de temps sur le système d'information. Donc pour ça, il ne peut pas chiffrer tous les octets qui sont sur le système d'information. Donc ce qu'il fait sur les fichiers volumineux containers qui peuvent être aussi bien des disques virtuels de production, donc d'hyperviseurs, ou des sauvegardes containers type Vim Backup par exemple, il va venir les chiffrer par bande. Je vais faire une analogie peut-être pour que ce soit plus simple pour comprendre comment on fonctionne. C'est comme si vous aviez plusieurs puzzles avec la même image dessus. Donc le puzzle qui est tout construit, c'est la production. Ils viennent enlever des pièces dessus en fait en les chiffrant. Et puis vous avez des puzzles qui sont dans des boîtes qui sont fermées, qui vont être les sauvegardes on va dire. Ils viennent prendre des pièces aussi dedans. Donc notre technologie constitue à recréer les différents puzzles, donc des différentes versions de la donnée, pour pouvoir après les croiser et avoir un puzzle qui est 100% valide. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir donc, des images qui sont nettes et 100% fonctionnelles. Donc les prérequis, j'ai envie de dire, il n'y en a pas forcément. Après, pour que notre technologie fonctionne bien, plus il y a de versions de la donnée qui a été chiffrée et plus les chances sont grandes de récupérer la donnée. Peut-être pour compléter un peu aussi ce que disait Thomas, hein, la première approche qu'il y a eu, tout simplement, c'est de faire un test. Donc, vous prenez une petite VM, vous l'envoyez à Databack, et puis on peut vous dire tout de suite si c'est récupérable ou pas. Le test est gratuit ou pas? Je sais pas, ça dépend. C'est ça. Oui. Monsieur, il avait une question. Oui. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question au niveau. Donc, il y a une partie donc reconstruction. Il faut se concentrer sur la reconstruction. Il y a une deuxième partie, je pense, surtout en tant qu'établissement de santé, c'est les données personnelles des personnes. Est-ce que vous savez s'il y a des données qui ont été exfiltrées de la part de Inc. Ransom ou ils cherchaient juste à pénaliser l'hôpital? Alors, il y a toujours une enquête judiciaire en cours. Donc, aujourd'hui, il y a toujours une investigation de ce côté-là. Et malheureusement, je n'ai pas encore suffisamment d'éléments de la part de l'enquête pour savoir si effectivement exfiltration il y a eu ou pas. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les négociations qu'il y a pu avoir entre les équipes de la gendarmerie et puis donc le groupe Inc. Ransom, ils n'ont pas été en mesure de présenter des documents qu'ils auraient exfiltrés. Donc, mais malheureusement, voilà, l'enquête est toujours en cours. Je ne peux pas rien affirmer. Ouais. En fait, c'est l'ANSSI qui est venu très rapidement sur site et qui a fait toute la partie, ce qu'on appelle le forensic. Et donc, ils ont bien vu qu'il y avait eu des accès à réseau, mais il n'y a pas eu de preuve sur de la volumétrie ou ou de certains éléments qui auraient été exfiltrés. Mais voilà, encore une fois, il y a d'autres études en cours. Voilà. Il y a un certain nombre de VM qui ont été donnés, notamment à la gendarmerie et à l'ANSSI pour études, mais et puis aussi, voilà, il y a toute la partie dark web aussi est observée, hein, mais voilà, c'est toujours en cours. Merci. Merci. J'ai une petite question sur peut-être le poids que votre service avait ensuite, après cet incident. Parce que je sais que dans le secteur hospitalier, c'est pas la priorité des soignants. C'est vu un petit peu, tous les exercices qui sont menés, qui sont recommandés par l'ANS ou l'ANSSI, c'est vu plutôt comme une corvée. Est-ce que vous voyez déjà un changement de culture sur les habitudes et sur comment dire, l'investissement des équipes de toute catégorie confondue sur l'exercice et sur la baisse des risques? Alors,
l'exercice, comme je le soulignais tout à l'heure, qu'on avait pu faire là sur le mois de septembre, 30 jours avant l'attaque, j'avais été surpris parce que c'est vrai que bon, le temps de soignant est très très précieux. Hein, ils ont beaucoup de missions sur l'établissement. Leur rôle, c'est d'être auprès des patients. Et je savais qu'en faisant un exercice, ça allait être compliqué de pouvoir les avoir autour de la table et pouvoir faire une vraie simulation, un vrai exercice de crise. Mais en tout cas, le jour où l'exercice s'est lancé, tout le monde a bien pris son rôle à cœur. J'avais peur de les perdre au bout de 2 heures. Bon, on avait bien peaufiné le scénario pour que ça soit le plus crédible possible, ça puisse vraiment être adapté au monde hospitalier. Et là, j'ai effectivement des gens que j'aurais pensé ne pas être intéressés par cet aspect, effectivement, cette sensibilité à la cybersécurité, aux différents risques. Bon, moi, j'interviens régulièrement sur l'établissement, je fais des sessions de sensibilisation. J'ai mis en place un guide d'hygiène auprès des soignants, des administratifs, pour pouvoir utiliser le SI dans les meilleures conditions. Hein. On traite de la donnée sensible, donc il faut faire très attention à ça. Mais en tout cas, les personnes qui ont géré l'exercice ont vraiment eu cette sensibilisation. Et là, aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, maintenant, donc, ce n'est plus uniquement les gens qui étaient autour de cette table qui ont été sensibilisés, hein, c'est vraiment l'intégralité du personnel, parce que quel que soit le corps de métier des agents hospitaliers, tout le monde s'est retrouvé impacté par cette attaque. Hein. Ça va du chirurgien qui est au bloc opératoire jusqu'au magasinier qui doit assurer l'approvisionnement de matériel dans les services. Hein. C'est toute la supply chain interne et même externe qui a été impactée. Donc là, bon, je pense qu'au niveau de l'intégralité du personnel, il y a eu vraiment une vraie prise de conscience et ils ont compris que voilà, le fait de répondre à un phishing ou une arnaque au président, hein, il y a souvent des leurres aussi maintenant via l'ingénierie sociale pour pouvoir récupérer de l'information, hein, des coups de fil en interne. Là, je pense que oui, il y a eu vraiment une vraie prise de conscience des équipes. Merci beaucoup. Et deuxième petite question. Oui. Je sais pas. Je sais que c'est quand même un gros chantier dans le secteur hospitalier, la mutualisation des systèmes d'information au niveau du groupement hospitalier territoire. Je ne sais pas où vous en étiez, vous, si c'était même un enjeu, mais est-ce que vous avez peut-être pu profiter de la reconstruction, si jamais on en était au niveau 0 chez vous, est-ce que vous avez pu profiter de la reconstruction pour poser les bases au moins sur du moyen terme, sur une mutualisation, ou Totalement. Il y avait déjà, avant l'attaque, il y avait déjà une feuille de route j'ai acheté au niveau sécurité. Bon, on partait pas d'un niveau 0, hein. Mais il y a effectivement des projets globaux de SIEM, de SOC managé, d'avoir un EDR aussi commun. Enfin, il y avait plein de sujets. Bon, après, voilà, c'est toujours sur des projets j'ai acheté, c'est toujours très compliqué de pouvoir, c'est des gros projets hein, sur une multitude d'établissements, c'est toujours un petit peu compliqué à lancer. Bon, heureusement, on peut se faire accompagner par le projet CARE, on a quand même une enveloppe de 750 millions qui a été dédiée jusqu'en 2028 pour accompagner les établissements de santé dans leur sécurisation. Donc il y a eu le premier domaine qui a été entamé l'année dernière avec l'exposition Internet, la sécurisation, il y avait la remédiation de l'AD. Là, on entame le niveau, le deuxième volet avec le PCA-PRA, la politique de sauvegarde. Donc, il y a des choses qui s'enclenchent et tous ces sujets, c'est une vraie politique GHT pour qu'on ait effectivement une politique qui soit uniforme avec des outils convergents, quoi. Le but, effectivement, si on lance un SOC managé, c'est que pour les équipes, il y ait une vraie uniformisation des outils.
Est-ce que la préparation à votre gestion de crise était réaliste et quels conseils vous donneriez aux autres? Alors, je m'étais donc basé sur les cahiers de l'ANSSI pour faire cet exercice de crise, mais que j'avais quand même beaucoup peaufiné un petit peu à ma sauce pour que vraiment, comme je le disais, ça puisse coller au monde hospitalier, quoi. Avec différents applicatifs métiers critiques qui soient touchés. On avait aussi discuté de la partie téléphonie, parce que comme je le disais, c'était très 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 compliqué. Notre téléphonie était impactée, donc on a eu des gros soucis pour pouvoir communiquer d'un service à l'autre, pour pouvoir échanger de l'information. Comme on n'avait plus de serveur par exemple, on n'avait plus de serveur de résultats d'imagerie, on n'avait plus de serveur de résultats de biologie. Donc comment on va pouvoir faire passer l'information d'un service A vers un service B? Donc on a mis en place des radios, on a ressorti les fax des placards, parce que heureusement on avait encore des vieilles lignes cuivre qu'Orange nous avait toujours mis à disposition, avant qu'ils nous suppriment le cuivre au niveau national. Donc on a pu ressortir tous ces équipements, voilà, un peu désuets. Hein. On avait des jeunes médecins, des jeunes infirmières qui n'avaient jamais vu ces dinosaures. Hein. Mais en tout cas, voilà, pour pouvoir réchanger des documents, une feuille A4 de résultats, une prescription, ça a été vraiment la solution de secours, quoi. Donc c'est aussi penser lors des exercices, si on n'a plus de moyens de communication, comment on fait? On avait un parc de téléphones mobiles qui était restreint là, pour, justement, dans le plan continu d'activité. C'était un point qui avait été remonté là, suite au rétexte de cet exercice. Et puis, on a aussi des zones de l'hôpital qui sont complètement blanches, où il n'y a aucun opérateur qui passe, dans les sous-sols. Donc, il y a toutes ces problématiques qu'on avait déjà ciblées et sur lesquelles on va encore travailler. Donc avec une mise à jour du PCA-PRA pour encore s'améliorer, tirer le maximum de bénéfices de l'exercice et de la crise, forcément, pour pouvoir, malheureusement, si de nouveau on est confronté à ce genre de situation, qu'on puisse se mettre en ordre de marche encore plus rapidement et puis revenir à une situation normale le plus rapidement possible aussi. Que l'impact soit vraiment le plus minimisé pour nos métiers. D'autres questions? Oui. Alors on avait plusieurs technos, donc là effectivement ça a été problématique parce qu'on avait proposé des sifflets, on avait proposé ou alors c'était effectivement les premiers jours, on a même dû utiliser, parce qu'on était vraiment au pied du mur, des téléphones perso aussi, des agents pour pouvoir communiquer ou pouvoir s'appeler ou lancer une alerte. Oui. Ça, effectivement, ça a été aussi un sujet, les appels malades. Oui. Pour compléter ce que dit Thomas, l'autre sujet qu'il y a eu, c'était tout simplement les rendez-vous qui étaient planifiés et les équipes n'avaient plus du tout les plannings. Et donc, avec la ville de Pontarlier, il y a eu un affichage avec un numéro vert pour que les personnes qui avaient un rendez-vous puissent appeler l'hôpital pour qu'ils puissent refaire un peu je ne sais pas si tu veux nous expliquer, refaire les carnets de rendez-vous. Tout à fait, parce que notre éditeur de logiciels métier, sur la partie dossier de soins, avait des procédures dégradées à disposition pour toutes les personnes qui sont hospitalisés, mais n'avaient pas d'outils qui nous permettent d'avoir une visibilité des agendas pour les consultations à venir. Donc le jour où le système s'est arrêté, dès le lundi, heureusement c'était le dimanche, donc on a essayé de réfléchir un petit peu à la question en cellule de crise, mais dès le lundi matin, 8h, on a des personnes qui sont venues se présenter dans les services. Pour nous dire j'ai rendez-vous, avec quel médecin, je ne sais pas. Donc ça a été très 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 compliqué pour le secrétariat pour accueillir ces personnes, pour savoir vers qui ce patient avait rendez-vous, à quelle heure, pour quelle pathologie. Donc il a fallu responsabiliser un petit peu notre patientèle, et puis voilà, par le biais des différents médias, que ce soit la radio, la presse, le journal télévisé régional aussi. Donc on a fait beaucoup de communication et une mise en place d'un numéro vert pour que les gens qui avaient effectivement rendez-vous dans les jours, les semaines à venir, rappellent ce numéro vert pour indiquer ce rendez-vous, afin de reconstruire
tous les agendas de tous les services et de tous les médecins et pouvoir les rediffuser. Donc ça a été effectivement très chronophage, mais au moins, voilà, au bout d'un mois, on a pu quasiment recréer 3000 rendez-vous dans les agendas, quoi, grâce à ce dispositif. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément pensé en exercice, ou même dans le PCA, et donc c'est encore des choses sur lesquelles on pourra s'appuyer pour être encore plus résilient et encore améliorer notre organisation dans la gestion de crise. Oui ? Est-ce que suite à cet incident, ça vous a permis, vous, enfin l'équipe DSI, de gagner en poids sur votre discours pour discuter les budgets vis-à-vis de la direction, pour pouvoir investir dans des solutions ou dans des prestataires ? C'est toujours... la question budgétaire est toujours un petit peu compliquée, hein, surtout que le budget IT sur un établissement de santé, c'est grosso modo, on va dire 2,5%, ce qui n'a rien à voir par rapport au budget dans l'industrie ou voire dans la finance. Mais en tout cas, là c'est vrai que notre gouvernance, a bien compris quand même l'enjeu d'avoir quand même un système qui puisse rester le plus longtemps opérationnel, qui soit le moins sensible, le moins exposé. Donc il y a des investissements qu'ils avaient peut-être remis à plus tard. C'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours évident pour un financier ou pour un directeur de comprendre l'enjeu quand on essaie d'apporter une nouvelle solution de sécurisation de son système. Des fois, c'est effectivement des chiffres qui peuvent faire un petit peu peur, donner un petit peu le tournis au directeur des affaires financières. Mais là, effectivement, je pense que on aura peut-être un peu plus de facilité pour engager la conversation. Tout à fait. Merci, on va devoir laisser la salle. On vous remercie de votre présence. Et puis... Merci.